Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique. Comment financer les économies africaines dans un contexte de crise sanitaire mondiale? Comment les relancer après les effets néfastes de la pandémie? Y a-t-il des risques d'effondrement post-Covid des économies africaines? Si oui, comment l'éviter? La question était donc au centre des travaux du sommet de Paris ce 18 mai sur le financement des économies africaines. Que retenir de ce sommet? Quelle est la situation réelle des économies africaines? Faut-il un changement d'approche? Si oui, quels doivent être les nouveaux paradigmes? Je reçois pour en parler trois invités. Professeur Nicolas Agbou, vous êtes économiste et vous enseignez l'économie. Infatigable défenseur êtes-vous de la souveraineté, notamment monétaire des États africains, auteur de plusieurs livres. Vous dites ne même pas comprendre le sens du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, mais on en parle au cours de cette émission. Merci professeur. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation d'un professeur à un autre, David Asiba Johnson. Professeur des universités, vous enseignez les mathématiques et les systèmes complexes. Pour vous, tant qu'il n'y aura pas une vision stratégique centrée sur les intérêts des Africains et les spécificités des économies africaines, les problèmes d'aujourd'hui resteront non résolus et vous ne comprenez pas, vous non plus, pourquoi un sommet à Paris sur le financement des économies africaines. On en parle également au cours de cette émission. Merci professeur. Merci à vous. Merci à vous. Mais il est important de réfléchir sur la stratégie. Et c'est ce que nous allons faire. Précède. Et c'est la stratégie qui permet l'élaboration des politiques monétaires. Nous allons faire le reste ne sont que vides de sens. C'est ce que nous ferons au cours de cette émission. Merci professeur. Abdou Cissé, vous êtes un expert en actuariat et en finance. Au fait, des problématiques économique sur le continent. Quand je vous invite à participer à cette émission, vous m'indiquiez que vous ne comprenez même pas pourquoi un pays aussi surendetté comme la France invite les États africains pour indiquer comment financer les économies africaines. Ça reste sans doute un point de vue, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. 27 avril 2021, le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, et annonce au sortir de l'audience la tenue le 18 mai 2021 d'un sommet à Paris sur le financement des économies africaines et en donne les raisons. Extrait. Nous sommes collectivement en train d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Nous devons absolument inventer un New Deal du financement de l'Afrique, basé notamment sur des solutions profondément novatrices, sans quoi nous laisserons le continent africain face à la pauvreté, face à la réduction des opportunités économiques, une migration subie et l'expansion du terrorisme. Et cela, je ne veux pas m'y résoudre. Ne pas accompagner l'Afrique, ne pas aider l'Afrique à financer son économie, c'est l'abandonner face à la pauvreté, la réduction des opportunités économiques, à la migration subie et au terrorisme. Et ça, le président français Emmanuel Macron ne peut pas l'accepter et ne veut pas s'y résoudre. On sent très rapidement, professeur Nicolas Agbou, on sent dans la déclaration du président Macron de l'altruisme, de l'amour, de la générosité. Ça vous séduit? Bien, merci. Je crois qu'il faut arrêter d'amuser les Africains. Ça fait plus de combien de siècles que la France est en Afrique. Et ça fait plusieurs années qu'on organise ce genre de rencontres, des sommets de franco-africains. Oui. Ce que je dois dire de façon très claire et sans ambiguïté, oui. Il ne faut rien attendre de la France. Pourquoi? Parce que la France, eh bien, elle fait partie de ces pays oui. Qui décident de façon pensée à maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Pensez-vous? Elle dit le contraire. Non. Je dis d'arrêter d'amuser la galerie parce que ce sont des êtres humains, pour nous, qui meurent en Afrique. Donc, si nous avons le privilège de parler aux Africains, il faut qu'on dise de façon très claire et sans ambiguïté que les Occidentaux oui. Enseignent même à leurs enfants. Je prends par exemple le professeur Nicolas Agbou qui dit qu'il est indispensable de maintenir les Africains dans la pauvreté.
condition sine qua non pour qu'eux-mêmes ils puissent vivre. Et il n'est pas le seul. Donc la France, par ses actes, fait partie de ces pays-là. Et je voudrais que les Africains comprennent la réalité qui est en face. Comment des Africains peuvent venir s'aplatir devant un pays comme la France, sachant bien que, par exemple, dans le cas d'espèce, le chômage en France, c'est au moins 2,4 millions de personnes, c'est-à-dire tout le Gabon. Oui. C'est-à-dire que si on amène ces millions de chômeurs au Gabon, il n'aura même pas de place. Ça, c'est le premier élément objectif qu'il faut regarder. Deuxièmement, il y a le déficit public de la France qui, aujourd'hui, s'élève à plus de 211 milliards 500 millions. Oui. Alors, quand on regarde ça, ça fait plus de 139 000 milliards de francs CFA pour que ceux qui nous... C'est-à-dire soit fois 17 fois... Pourquoi évoquez-vous ces différents éléments, professeur? Ça je suis en train de dire... La France a proposé des solutions. J'ai dit, et on aura le temps d'en parler en profondeur, mais j'ai dit, avant que les Africains n'aillent s'agenouiller, s'aplatir devant un pays comme la France, avant d'aller vous confier à un individu pensant qu'il va vous prêter de l'argent ou bien, je ne sais pas, il faut déjà connaître sa situation. Je suis en train de dire aux Africains que le déficit public, le déficit c'est recettes moins dépenses, bon, le déficit de la France c'est déjà 17 fois le budget de la Côte d'Ivoire, 53 fois le budget comme on appelle, du Burkina. Et enfin, le troisième élément que je voudrais retirer, la dette publique de la France. C'est vrai. La dette publique, c'est au moins 2650 milliards d'euros, soit pratiquement 1738 000 milliards de francs CFA. Donc, quand on regarde ça, et qu'on compare à la dette du Cameroun, ça fait 174 fois la dette du Professeur, Cameroun. ce que vous dites, et ce que vous dites est très intéressant. Vous dites la France a une dette de 2650 milliards d'euros. Voilà. Ça équivaut à peu près à 115,7% de son PIB. Et ça le disqualifie, Je peux le faire beaucoup plus court. La dette intérieure, c'est par rapport au PIB. La dette intérieure de la France, c'est 119% du PIB. C'est ça. Et la dette extérieure, c'est 253% du PIB. Voilà. Bruno Le Maire, très rapidement, chers invités, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, dit, ça ne veut rien dire le pourcentage de dette. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le pourcentage, ce n'est pas le taux d'endettement, c'est la capacité fiscale des États. C'est la capacité des États à mettre en place un système fiscal performant et à lever des impôts. Et en l'occurrence, les États africains, en ce moment, ne l'ont pas. Vous qui parlez de la dette, voilà ce que vous répond le ministre français de l'économie. On y répondra. Le taux d'endettement, ce n'est pas important. Vous pouvez avoir 60% de taux d'endettement, mais si vous n'avez pas une capacité fiscale qui vous permet de lever les impôts, vous aurez les mêmes problèmes que celui qui a 100% de taux d'endettement. Alors, je pense que M. Bruno Le Maire nous a invités à changer de référentiel. Lui, il est français, il parle de la dette française. On peut mettre un référentiel en regardant la dette française. Quand on regarde la dette africaine, il faut changer de loupe et changer de référentiel. Ça, c'est mon avis. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. La France a certes beaucoup plus de problèmes que nous, comme vient de le dire le professeur. Donc, c'est quand même incompréhensible que nos chefs d'État viennent à un sommet sans pour autant, au niveau de l'Afrique même, faire leur sommet, écrire leur cahier des charges et dire exactement si des gens veulent être nos partenaires, qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est ça que je voulais dire, c'est ça qui n'a pas été fait. Et ça, c'est quand même dommage. Par respect aux Africains, c'était le minimum que nos chefs d'État auraient dû faire. Il faut justifier le sommet de ce 18 mai 2021 à Paris, professeur Assiba David Johnson. Le constat est le suivant. Les États-Unis ont consacré 2000 milliards de dollars à la relance économique post-Covid. L'Union européenne, c'est 750 milliards d'euros, soit 25% de leur PIB à la relance économique post-Covid. L'Afrique, disent-ils, n'y consacre que 2%. Il faut l'aider. C'est pour ça que nous les avons appelés à Paris, pour leur proposer des solutions pour les aider. Les problèmes existent ou pas? Il y a un risque d'effondrement post-Covid en Afrique ou pas, professeur? Ce n'est pas comme ça que le problème se pose. Pour pouvoir répondre à votre question, c'est la théorie moderne de la monnaie qu'il faille considérer. C'est ça qui est assez important. La monnaie est créée par le crédit. Et la réponse, d'ailleurs, de l'injection
qu'a pu faire les pays occidentaux, vous voyez que ça a été tout simplement le fait de débiter un compte, créditer un compte. Voilà le problème. La monnaie réelle, la monnaie moderne, elle est créée par le crédit. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque j'ai dit cela, il faut regarder qu'en est-il au niveau du continent africain. Ouais. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas une bonne politique monétaire ou une souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas justement émettre de la monnaie comme les autres nations. Donc ce qu'il fallait faire, comme le soulignait le camarade au départ, c'était d'abord d'établir un diagnostic concernant l'état des lieux, mais mieux encore, regarder l'existence d'un déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire l'analyse entre les importations et l'exportation. Oui. Parce que lorsque vous 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 endettez pas pour le besoin de vous endetter. C'est un pouvoir d'achat qui est alloué pour accéder à des biens manufacturés qui se trouvent à l'extérieur. Mais ce qui définit, de manière rétrospective, l'existence d'une politique industrielle pour dire que je vais minorer le niveau d'importation, que je vais pouvoir produire localement et je vais pouvoir exporter. Et à ce moment-là, j'aurai une balance commerciale excédentaire et je ne serai pas au niveau d'endettement. À la question, est-ce qu'on a un risque d'effondrement ou de crise économique post-Covid en Afrique? Vous répondez quoi, professeur? Mais ça dépend du niveau d'exigence, d'exigence au niveau de remboursement de la dette. C'est cela la question. Si les créanciers exigent que la dette... Parce que, souvenez-vous de l'observation qui avait été faite. Initialement, il s'agissait en fait d'annuler la dette, et Macron est arrivé dans le journal Le Monde d'hier, en disant qu'il n'est pas question d'annuler la dette. Parce que les conseillers lui ont dit, de toute façon, ça n'apporte rien. Ça ne résout aucun problème. À chaque fois qu'on a annulé la dette, il y a eu accumulation après. Oui, mais permettez-moi de vous dire, lorsque vous avez une souveraineté monétaire, d'ailleurs, je recommande à Bruno Le Maire de lire un ouvrage qui vient de paraître, Le mythe du déficit. Parce qu'il y a une théorie moderne de la dette. Oui. C'est-à-dire, lorsque je m'endette dans ma propre monnaie, eh ben, je peux la monétiser, je peux l'annuler, c'est un coup d'écriture. C'est cela. Donc, je l'invite à lire l'ouvrage de Stéphanie Kelton sur justement le problème du déficit de la dette. Professeur, donc, il y a des pays qui ont leur propre monnaie qui sont endettés quand même. Non, mais on est endetté lorsqu'on achète à l'extérieur. C'est le contrôle de la balance commerciale qui pose problème. Regardez le cas de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas endettée. Non, elle a même un excédent commercial. Mais monsieur, il faut regarder tout simplement la balance commerciale. Vous avez des importations et vous avez des exportations. Lorsque vous importez beaucoup plus que vous exportez, et vous avez un problème. La France, permettez-moi de conclure, de terminer là-dessus, a une balance commerciale déficitaire. Le professeur vient de l'évoquer, mais très rapidement, une notion simple, et vous venez d'évoquer quelque chose de particulièrement intéressant pour nous dans cette émission, c'est la question de la dette. D'abord, professeur, vous êtes économiste. Expliquez-nous, je ne suis pas économiste, et il y a beaucoup qui ne sont pas économistes. Pourquoi les pays pauvres, les pays africains, lorsqu'on leur prête de l'argent, c'est à un taux extrêmement élevé, et quand les pays riches, eux, on leur prête, c'est un taux bas. Pourquoi les pauvres payent plus d'intérêts que les riches? Bien, il y a plusieurs raisons, mais nous allons dire de façon plus simple. Simple, s'il vous plaît. Simple, que d'abord, et ça j'aimerais que les Africains comprennent, ceux qui prêtent de l'argent, qui sont donc des créanciers, ils sont là pour s'enrichir dans un premier temps. Deuxièmement, la dette est un moyen puissant pour maintenir en esclavage moderne ces pays africains. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais c'est comme ça, puisque ça aliène la souveraineté d'un pays. On prend un pays comme le Japon. Le Japon, c'est 200% de son PIB. Mais le Japon n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que les créanciers de l'État japonais sont des Japonais. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. C'est ça la réalité. Donc, ce que nous sommes en train de dire, et malheureusement, le temps nous manque. Je crois qu'il faut profiter du temps pour bien expliquer aux Africains, aux dirigeants africains, qu'il existe des solutions qui, de notre point de vue, si elles sont mises en application, non seulement l'Afrique va finir avec toutes ces tracasseries, tous ces éléments qui nous ternissent l'honneur et la dignité, mais, et j'insiste, l'Afrique peut même prendre la direction du monde. Et pour étayer ce que dit le professeur, je vais donner une dimension actif-passif de la dette. Parce qu'une dette, c'est un passif. On ne peut pas continuer à regarder que le passif des gens.
À un moment donné, les gens aussi, ils ont des actifs. Bien sûr. Nous avons des actifs. Oui. Tant nos ressources, Oui. nos biens, mais Oui. en plus de ça, ce que les autres nous doivent. Oui. Si le FMI est d'accord que faire des ajustements structurels au niveau de la Grèce, c'était une erreur, Oui. il faut aussi Oui. que le FMI On accepte va revenir que nos effectivement. ajustements structurels aussi, c'était des erreurs. Oui. Donc, au lieu de faire des droits de tirage spéciaux pour permettre à la France de prendre sa part et de nous la reprêter, on aurait dû prendre ces droits de tirage et nous rembourser. Oui. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à la dette encore, aujourd'hui, quand vous regardez un pays comme la France, elle ne pense plus à sa dette. La France ne pense plus à sa dette. Ce n'est même plus un problème. C'est pour ça que Bruno Le Maire dit mais la raison le est simple. pourcentage le taux d'endettement, ce n'est même pas Mais important. la C'est pas raison, ça qu'il faut la regarder. raison est simple. C'est un problème actif-passif. La Banque centrale a décidé depuis 2015 que La Banque centrale européenne. chaque fois que la France a des dettes qui arrivent à échéance, elle les rachète. En quantitative easing. Quand elle les rachète, c'est-à-dire qu'elle prend les titres et elle paye aux créanciers. Mais elle dit aussi à la France, depuis mars 2020, elle dit à la France, si maintenant tu as besoin de financer ton Covid, ce n'est même plus la peine d'aller émettre des obligations sur le marché. Demande-moi un financement monétaire, tu émets de l'obligation directement, moi, Banque centrale, je l'achète. En plus de ça, je l'achète, mais je te pousse à ce que ton endettement soit le plus long possible. Et quand même ces endettements-là arrivent à échéance, je te redonne la possibilité de les renouveler. Donc la France n'a plus de dette. C'est-à-dire que sur le plan actif-passif, oui. la dette de la France n'existe plus. Ces solutions. Maintenant, Oui. ce qu'il faut juste faire, c'est que nos banquiers centraux, qui reculent un peu, qui regardent ce que font les Européens, et qu'on fasse la même Oui. chose. Encore faut-il Ouais, qu'ils en mais aient c'est- la possibilité. Et très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de pause, la situation actuelle, elle est alarmante. Je veux dire de certaines économies, malheureusement de la plupart des économies africaines. Les États africains consacrent aujourd'hui plus de ressources au service de la dette qu'ils en consacrent à la santé et à l'éducation. En 2020, avril 2020, C'est l'esclavage dont le tu fameux disais. club de Paris et le G20 ont décidé de mettre en place un moratoire sur le remboursement de la dette. Ça a fait différer le paiement de 5,7 milliards d'euros aux États africains. C'était une bonne solution, professeur? Non, le camarade vient de trouver la solution. C'est pas la solution, il a élaboré. Ce sont des techniques financières, d'ingénierie financière que l'on connaît. Ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement ce que vient de dire le camarade. Non, il ne faut pas perdre du temps sur des faux problèmes. C'est-à-dire que d'une part, il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas s'endetter. Ah, mais ça dépend. De à quoi c'est la Non, cher dette. ami, laissez-moi vous dire, il faut définir une politique d'abord, une politique économique qui va vous dire pourquoi je voudrais m'endetter. C'était un, les Si vous n'avez pas une politique... Oui, d'accord, Non, ok, écoutez, voilà, les raisons. Soyons sérieux. D'accord, ah, mais d'accord. Vous dites, il faut s'endetter. Il y a des nations qui... Si vous avez une balance commerciale excédentaire, vous avez des devises. C'est le cas de la Chine. Regardez, la Chine a résolu le problème. C'est elle qui détient la majorité des ressources des dollars américains. Elle en fait ce qu'elle en désire. Elle n'est Elle pas a mis allée moins en de plein. 30 ans pour sortir 600 millions de personnes de la pauvreté. Laissez cette nécessité de pouvoir s'endetter. Ce que je suis en train de vous dire, L'endettement c'est n'est le pas- contrôle de la balance commerciale. Sylvanus Olympio l'avait déjà envisagé. D'accord. Vous avez une balance commerciale, C'est très- vous avez c'est les niveaux des important. importations. Mais si, permettez-moi, je parle avec passion. Ah oui, parce oui, que oui, ne c'est- restons c'est pas bien, sur c'est- des inepties ou des recommandations, ou bien ce qu'on appelle l'ipsédixétisme, ça veut dire tout simplement le maître l'a dit, c'est un citacisme, et je répète ce que le maître a dit. On est d'accord. Donc, il est nécessaire, Oui. justement, de maîtriser ce dont on parle. D'accord. Les solutions ne peuvent venir que tout simplement des solutions des Africains. La France. Oui. Non, mais des solutions des Africains, c'est-à-dire qu'on utilise les ressources Absolument. dont l'Afrique dispose, Absolument. qui sont des ressources, justement, qui ne sont pas du tout utilisées. Nous avons des expertises, et c'est la balance. Et si la BCAO ne sait pas faire le travail, qu'elle fasse appel aux experts. Alors, ce que vous nous dites- avons travaillé pour la Banque de Ce France. que vous sur le dites, titre de nous Balkan. allons l'approfondir dans la deuxième partie de absolument. notre émission, c'est très intéressant. Il ne faut pas s'endetter, on va s'en tenir à ça. La question c'est, pour ne pas rester un peu dans les nuages et garder le pied sur terre, la question c'est, sommes-nous aujourd'hui en situation de renoncer complètement à la dette? Mais là, on en parle après une coup de pause dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous
politique dont le numéro de ce jour est consacré à la relance ou au financement des économies africaines, un thème qui était au centre d'un sommet ce 18 mai à Paris, en France. Chers invités, nous étions en train d'aborder la question de la dette africaine. Professeur, vous indiquiez qu'il ne faut pas s'endetter du tout. L'idéal, c'est de ne pas s'endetter. C'est ce que vous... Non, faisons le point. Et après, on va voir les points de vue qui vont se contredire. Le professeur, dans votre explication, le professeur Nicolas Agboou, vous aviez pris l'exemple du Japon, mais qui n'a de la dette que vis-à-vis des Japonais, donc qui n'a que, essentiellement, que de la dette intérieure. Vous sembliez répondre en partie à la question, on peut s'endetter, ça dépend de vis-à-vis de qui, avec quel thème et ce qu'on en fait. C'est bien ça. Oui. Essayons de développer ces deux points. Oui. On commence par vous, professeur Nicolas Agboou. Oui. La situation du continent aujourd'hui, elle est la suivante, elle est endettée. L'Afrique, elle est endettée. Aujourd'hui, bon, la dette s'est accumulée. On a eu effectivement besoin en avril dernier de proposer, en avril 2020, de proposer un moratoire sur le service de la dette. Ça fait bénéficier 5,7 milliards d'euros aux Africains. Des économistes disent que c'est même une mauvaise solution. Le fait de différer ce paiement va créer des problèmes plus tard. Quel est votre avis sur la question, professeur? Bien, merci. Je pense que nous tournons en rond. Tant que les Africains n'auront pas pris la décision, dans ce cas précis, de sortir de façon unilatérale, de rejeter de façon unilatérale le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Oui. Et donc sous le joug de la France et des autres Européens. Le problème de la dette, prenons par exemple les États-Unis d'Amérique. Oui. Aujourd'hui, Joe Biden, près de $2 000. $2 000 pour relancer l'économie. Bon. Je veux dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, l'État fédéral américain s'endette dans sa propre monnaie. En dollars. En dollars, c'est sa propre monnaie. C'est ça, il faut bien connaître ça. Vous vous endettez dans votre propre monnaie. Vos créanciers, c'est-à-dire auprès de qui vous vous endettez, comme c'est le cas du Japon, sont des citoyens du pays. Oui. Aucune puissance étrangère ne viendra faire pression sur vous. Mais professeur, je disais tout à l'heure, professeur Johnson, qu'il y a des États qui ont leur propre monnaie, mais qui sont quand même endettés. Tous les États africains n'ont pas... Bon, donc, ce que je suis en train de dire, parce que malheureusement, ce genre d'occasion que vous nous donnez n'est pas assez... D'accord. Enfin, elle est rare. Oui. Et j'aimerais que les différents responsables africains qui nous écoutent, il faut qu'ils reçoivent de nous des solutions. Parce qu'elles existent. Et vous en proposez beaucoup. Et j'ai peur que le temps nous manque, qu'on ne développe pas ces solutions. Parce que je dis et je le répète, tout ce que la France fait avec ses sommets franco-africains qui nous apportent une seule chose, c'est l'humiliation. Donc, on peut renoncer à la dette aujourd'hui. Voilà. Donc, l'analyse que vous faites, c'est, évidemment, vous posez la condition de la souveraineté monétaire. S'ils réussissent à obtenir, on ne sait pas si c'est possible ou pas, à obtenir cette souveraineté, vous pensez que les États dans tous les cas, c'est un moyen de recolonisation de l'Afrique. C'est une fatalité ou pas? Ou bien on peut s'en sortir? Justement, ça devient une fatalité tant que les Africains n'auront pas pris conscience que ça, c'est un outil puissant, moderne, de recolonisation. C'est très simple. Oui. Le professeur l'a expliqué de façon très simple. C'est que la dette permet aux autres d'avoir la main sur nous. Voilà. Maintenant, nous avons une banque centrale qui vient de recevoir les devises. Des banques centrales. BCAO, nous avons des banques centrales, BCAO, BEAC, tout ça. La banque centrale, la BCAO, vient de recevoir les devises que la France avait gardées, etc. Ça commence à changer peut-être, ça avance. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la BCAO crée au niveau de UEMOA Titres, qui l'aide à lever de l'argent sur les marchés, une société de financement des projets africains. Quand en 2008, l'euro a failli exploser, à cause de la crise, qu'est-ce qui s'est passé? La France a créé la SFEF, la Société française du financement. Cette société a levé de l'argent sur les marchés, de droit public, une société privée, mais de droit public, avec une puissance publique de l'État, au même taux que l'État. On a sorti cet argent, on a renfloué toutes les caisses de toutes les banques françaises. Elles ne sont pas tombées en faillite. Donc, nous, il faut que la BCAO
crée une société de financement des projets africains. Vous pensez que dans son fonctionnement actuel, elle a les mains libres pour ça? Mais il faut qu'elle se donne les mains libres. Il faut qu'elle se donne. Macron a dit il y a l'année dernière que ce n'est pas normal que l'Afrique n'ait pas la capacité monétaire et budgétaire pour se mettre face au Covid. Macron l'a dit, mais donc il faut qu'on se mette face. C'est ce que dit. Macron dit beaucoup de choses. Professeur Asiba Johnson, très rapidement, avançons. Mais avançons dans une approche analytique. 20 ans après les indépendances, c'est-à-dire en 1980, les économies africaines se trouvaient dans un état de déliquescence totale, ce qui a obligé le FMI et la Banque mondiale à adopter les fameux PASS, le programme d'ajustement structurel, et qui a cassé les services sociaux de base, l'éducation, eau, santé, etc. Est-ce que ça a marché? La réponse, c'est non. Après, on est passé, en oubliant les autres parenthèses, à l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, où on vous dit il y a des avantages, mais pour en bénéficier, il faut être pauvre et très endetté. Quel regard portez-vous sur ces différentes politiques ou programmes qui ont été adoptés et qui aujourd'hui nous amènent au constat que ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mes deux interlocuteurs ont évoqué quelque chose qui est important. Oui. Je vais répondre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre souveraineté monétaire, par conséquent, pour conduire la politique monétaire qu'il est nécessaire de faire, parce que la monnaie précède l'acte de production. C'est une chose. La monnaie précède l'acte de production. La monnaie est créée par le crédit. La monnaie moderne, elle est créée par le crédit. Ça, c'est une chose. À partir de ce moment, lorsque vous vous endettez, c'est pour pouvoir acquérir des biens à l'extérieur. Sinon, vous ne vous endettez pas. Donc, ça voudrait dire quoi? De manière implicite, la définition d'une politique industrielle pour consommer, pour produire ce que vous consommez. Donc, on s'est mal endetté. Mais c'est la première des choses. D'accord. C'est la première des choses que je veux dire. D'accord. Si vous endettez pour construire des métros dont vous n'avez pas besoin, ou vous endettez pour construire ce qu'on appelle des éléphants blancs, oui. Eh bien, à ce moment-là, le créancier va dire à un certain moment, il faut rembourser ses dettes. C'est ce qui s'est passé avec le PASS. Mais mieux, permettez-moi de vous dire la chose suivante. Il est important de faire une rétrospective historique. L'on sait à l'époque que la théorie économique sous-jacente, développée par Domar, disait que si vous n'avez pas une épargne initiale, vous ne pouvez pas justement vous développer. Par conséquent, il faut aller vous endetter. Oui. C'est ce que Domar disait dans les années 80. Oui. Donc, c'est cette recommandation que le FMI a suivie et qu'elle imposa aux pays africains. Sauf que, après, il n'y a pas eu... Non, c'est pas sauf que. Mais comme au niveau de l'exportation, il y avait ce qu'on pouvait appeler la détérioration des termes de l'échange. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez que les ressources n'étaient pas là, parce qu'on ne remboursait pas en monnaie locale, on remboursait en devises. Vous voyez, on remboursait en devises. Donc vous êtes endetté en devises, vous remboursez en devises. Ce qu'il vient de dire tout à l'heure, M. Abou, laissez-moi terminer. Oui, allez-y rapidement, c'est que lorsque vous vous endettez dans votre propre monnaie, eh ben, vous n'avez pas de difficulté. C'est-à-dire que le remboursement a lieu dans la propre monnaie. Donc, la nécessité, c'est la nécessité de battre monnaie. La souveraineté monétaire. Et cette souveraineté monétaire, Sylvanus Olympio l'a comprise depuis 1958. Il faut le dire. La pathologie des Africains, c'est de ne pas rappeler ceux qui les ont précédés. Mais est-ce que ce n'est pas réducteur de régler la question de l'inefficacité de la dette à la seule question monétaire? Puisque encore une fois, il y a des États qui frappent leur propre monnaie et qui sont fortement... Vous ne m'avez pas suivi, je reviens. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Oui. Je suis en train de vous dire, lorsque je m'endette, c'est pour consommer des biens qui ont été produits à l'extérieur. Oui. Parce que, faites l'exercice, c'est trivial. Avant, les États-Unis, ils utilisaient la livre sterling. À un certain moment, on leur dit, à propos des risques d'inflation, vous ne pouvez plus utiliser cette livre. Ils ont adopté le dollar. Voilà, ils vont frapper le dollar.
Mais lorsqu'ils ont frappé le dollar, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de maîtriser la technologie et de produire directement chez eux. Donc, lorsque vous dites, lorsque j'utilise les dollars, permettez. Oui, allez-y, rapidement. Tout le monde le comprend. Oui. J'ai du dollar. Qu'est-ce que je vais faire avec mon dollar? Mon dollar, théoriquement, ça me permet de pouvoir accéder aux marchés extérieurs pour des biens qui ont été vendus en dollars. Sinon, dans une économie nationale, est-ce que vous croyez que quand je vais aller manger mes cacahuètes ou chez le marchand, j'ai besoin de le payer en dollars? Non, j'ai besoin de le payer en monnaie nationale. Donc vous voyez très bien qu'il faut distinguer. Pourquoi je m'endette? C'est très important. Pourquoi je m'endette? C'est ça. Et à quoi va servir cet endettement? Absolument. Alors, je n'ai pas terminé. Chez qui je vais pouvoir m'approvisionner? Est-ce que je m'approvisionne chez celui qui a... Mon créancier, chez mon créancier? Non, m'approvisionner en termes... Parce que, voilà, c'est-à-dire que je peux m'endetter sur le marché international, bien sûr. aller acheter chez les Japonais, parce que ça coûte moins cher. Oui. Je peux m'endetter et acheter directement chez les Américains qui ont émis leurs dollars. Oui. Donc, en fait, en réalité, encore une fois, nous retombons exactement sur la définition de la feuille de route. Pourquoi s'endetter? Si j'ai des ressources locales qui permettent de produire, mais ce n'est pas la peine de s'endetter. Professeur, donc, permettez-moi de conclure. La question fondamentale, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'avant de s'endetter, il faudra réfléchir par deux fois. Mais ça ne veut pas dire... Parce qu'il y a la nécessité de s'endetter. Bien sûr. Cette nécessité de s'endetter à des taux concessionnels, à Absolument. des durations... C'est maintenant, vous apportez une bonne réponse à la question que vous avez soulevée au départ, à savoir, on peut s'endetter. Permettez, oui, à des temporalités beaucoup plus longues. Absolument. Mais cela, avant de regarder, il faut regarder aussi, est-ce que mes ressources que j'ai, je peux les valoriser, ou si je peux les vendre pour diminuer ou amoindrir le niveau de l'endettement. On a bien compris. Donc il y a des ratios. Absolument. On a bien compris. On a bien compris. Il y a des ratios. Absolument. Je peux considérer que mon ratio, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut constater au niveau de ce que je vais appeler la dette extérieure du Nigeria, la dette extérieure du Nigeria par rapport au PIB est de 10%. Elle est 10%. Vous voyez que le niveau est très très bas. Donc en fait ce que je voudrais dire en un mot, c'est de réfléchir essentiellement sur la définition de la politique. La question, elle est claire, la réponse, elle est précise. Est-ce qu'on peut s'endetter? Oui, on peut s'endetter. Tout dépend de ce qu'on fait avec l'endettement et auprès de qui on s'endette et de quelle évaluation on fait de ses propres ressources, de ses capacités de remboursement. C'est très important. Professeur, je vous ai demandé tout à l'heure, professeur Nicolas Agbo, si c'est une fatalité, la situation des économies africaines aujourd'hui, de s'en sortir. Et vous dites, non, ce n'est pas une fatalité, mais il y a des conditions à remplir. Il se trouve, professeur, et vous allez nous dire, il y a des États qui ont hypothéqué sur des décennies leur richesse, leur matière première. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, professeur? Vous qui dénoncez l'esclavage, etc., l'esclavage moderne, voilà que pas mégarde, il y en a qui ont hypothéqué dangereusement et sur une longue durée leurs ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, merci. Je crois que, peut-être sauf erreur de ma part, on rentre dans la troisième partie, le temps s'en va, dans le changement du paradigme. Il est évident que tant que nous n'avons pas pris les mesures adéquates ou bien idoines pour pouvoir mettre fin à ça, nous allons tourner en rond. Ce que je suis en train de dire, quelles sont les véritables solutions pour mettre fin à ça? Puisque, il n'y a pas longtemps, mon collègue a dit, effectivement, la monnaie précède la production. Oui. Pour produire, il faut des moyens objectifs. Donc, nous pouvons, si nous avons notre propre monnaie, parce que c'est de ça il s'agit, la première solution pour aller plus loin, il faut battre monnaie, il faut avoir la souveraineté monétaire. Ce que je suis en train de dire, regardons le cas de l'Afrique. C'est le continent qui offre à l'humanité des corps faméliques, des gens qui meurent de faim et ainsi de suite. Ce n'est pas qu'il manque des forces de travail. Ce n'est pas parce qu'il manque ce qu'on pourrait appeler de l'espace vital pour pouvoir produire tout ça. Il y a de l'espace, bien sûr. Il faut, nous disons, la souveraineté monétaire. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut quand même concevoir la monnaie unique africaine. C'est une projection, c'est une vision. Cette monnaie africaine sera
gérés par la Banque centrale mais africaine. si vous voulez, ma question, professeur, ce n'est pas... là, on réserve la question des paradigmes, des stratégies nouvelles, on les réserve pour la troisième partie. C'est la problématique qui a occasionné ce sommet de ce 18 mai à Paris vient de l'alerte du FMI qui dit que le continent, connaîtra un déficit de financement de 290 milliards d'ici 2023 si rien n'est fait. Et la question, c'est qu'est-ce que vous auriez, vous, oui, décider à ce sommet, si vous y aviez participé, comme solution, la ponctuelle, conjoncturelle, oui, ici, là maintenant. Et ici et maintenant, si j'étais à ce sommet, première des choses, j'allais déclarer que ce sommet ne nous apportait rien. D'accord. Il n'est pas le premier ni le dernier. Très bien, ok. Donc, il faut arrêter de se rendre ridicule. D'accord. Deuxième déclaration. Oui, par rapport à la dette, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de donner des solutions. Allez-y, professeur. Je dis, deuxième solution, la solution se trouve en Afrique, entre les mains des Africains. Qu'est-ce qu'il faut? C'est prendre des décisions politiques pour battre monnaie. Oui, d'accord. Attendez, oui, professeur. Parce que nous, les Africains, j'ai l'impression qu'on a peur d'être libre. On a peur de parler d'égal à égal avec les autres. Comment la France peut toujours organiser des sommets qui ne nous apportent rien et on va écarquiller les yeux pour voir des choses positives? J'ai dit non. A tellement raison bon. En octobre 2019, ce pays a failli aller en vrille parce que les Gilets jaunes réclamaient 12 milliards pour le financement de la retraite. Attendez, attendez. La France n'avait pas 12 milliards. On passe à mars 2020, la France sort 300 milliards. Mais ce pays n'est pas en train, je ne vais pas parler de fabrication de l'argent, mais en tout cas, ils se sont donné les moyens. Pour garantir les entreprises. Non, pas garantir. Non, l'argent a été donné. Attendez, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas du PGE. D'accord. Je parle de l'injection monétaire qui a été faite. Oui. C'est-à-dire que la Banque centrale a autorisé à la France de faire de l'émission monétaire européenne, a autorisé la France de faire de l'émission monétaire pour régler les problèmes. Oui, et pourquoi vous évoquez ça en fond? Mais c'est important parce que nous aussi, nous sommes des individus comme les Français. Ils n'ont rien de plus que nous. Oui. Il faut aussi que quand on a besoin d'argent, oui, qu'on n'aille pas s'endetter en Chine ou en Pologne, que notre banque centrale comprenne que sans politique monétaire qui permet de faire du financement monétaire dans des conditions correctes, parce que nous, on ne parle pas de faire de la planche à billets, on va faire du financement monétaire sur des projets qui créent de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée crée... Mais là-dessus, c'est d'abord... professeur, je propose... Mais c'est ça, je ne fais qu'approuver ce que le professeur a dit. Comme Marc une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Pour la troisième partie de notre émission, pour évoquer. C'est-à-dire... Troisième partie, Politica, votre rendez-vous politique, nous l'avons vu. Le numéro de ce jour est consacré donc au sommet sur le financement des économies africaines qui vient d'avoir lieu à Paris ce 18 mai. Elle s'appelle Aminata Traoré, africaine convaincue, ancienne ministre du Mali, écrivaine. Elle pense que le continent est tout simplement sur la mauvaise voie en ce qui concerne son développement, ou plutôt le financement de son développement. Extrait. Il faut aller plus loin dans le travail de déconstruction des idées reçues et de dépollution des esprits sur la croissance, l'émergence et autres histoires à dormir debout. Si le système marchait si bien, pourquoi l'Europe se retrouverait dans cette crise existentielle qui est en train de la bouleverser? Selon moi, les solutions d'emprunt ont révélé leurs limites à la lumière de nos expériences, de nos vécus, de nos aspirations. Émergence d'ici 2030, 2035, tout ça, Aminata Traoré, ancienne ministre du Mali, pense qu'il faut sortir de ces slogans qui ne veulent, selon elle, rien dire. Il faut, dit-elle, commencer par déconstruire les idées reçues, dépolluer les mentalités et trouver nos propres voies. Avant d'approfondir cette réflexion très rapidement, j'ai ici quelque chose de, à la fois simple, mais de stupéfiant. Que dit une fiscaliste kenyane, professeure d'université, une de vos collègues. Elle s'appelle Atia Waris.
fondatrice de Financing Africa. Elle dit, l'Afrique, je la cite, l'Afrique reçoit environ 100 milliards de dollars d'aide par an du reste du monde. Mais chaque année, elle perd 160 milliards à cause de l'évasion fiscale des multinationales. Si les multinationales, occidentales en l'occurrence, payaient leurs impôts à hauteur de ce qu'elles doivent, l'Afrique serait autosuffisante et n'aurait besoin ni de s'endetter, ni de recourir à l'aide extérieure. Alors, ça, et Bruno Le Maire, nous l'avons dit au début de notre émission, dit la dette n'est pas le problème c'est la capacité des États à mettre en place une politique fiscale qui leur permet de lever des impôts. Mais il n'ignore pas que les multinationales françaises ne payent pas réellement ce qu'elles doivent comme impôts sur le continent. Puisque quand elles parlent d'impôts, c'est pas de la vendeuse de cacahuètes au bord de la voie. Professeur, les solutions sont là. Oui, mais là... Ponctuelles. Non, non. On est en train de nous dire, au-delà de l'aspect, je dirais, primaire de la chose, on est en train de nous dire, moi personnellement, ce que je comprends, vous ne pouvez pas compter sur autrui pour pouvoir résoudre vos problèmes. Les multinationales sont à la recherche de profits et profits maximum. Oui. Les multinationales profitent du laxisme des règles et des règles. On est tout à fait d'accord. Donc, absolument d'accord. Je dis et je répète, nous cherchons les véritables solutions des Africains, c'est-à-dire que le développement des Africains repose sur les Africains eux-mêmes. Absolument. Or, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a les forces de travail en Afrique, lesquelles forces de travail cherchent à accéder au crédit bancaire et généralement, ils n'y ont pas accès parce que la monnaie leur est étrangère et étrange. Par contre, quand un Français vient dans ces zones-là, lui, on lui donne le crédit. C'est pourquoi il faut regarder ça avec sérieux et s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, parce que j'ai l'impression que les Africains ont peur des vraies solutions. Ils ont peur même de la liberté. La vraie solution, pour nous, il y en a 3. Allez-y, professeur. La première solution, comme je ne cesse de le dire, c'est battre la monnaie africaine. Première solution. Première solution. Et ça relève d'une décision politique avant qu'elle soit technique. La Banque centrale africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Laquelle Banque centrale africaine aura pour capital apporté par toutes les banques centrales nationales et ou communautaires comme la BCAO, la BEAC, etc. Donc la décision qui sera prise au niveau de la Banque centrale africaine, elle sera répercutée au niveau de toutes les banques commerciales. Parce que la Banque centrale nationale coiffe toutes les banques commerciales qui sont en relation directe avec l'agent économique, qu'il soit ménage ou entrepreneur. À partir de là, il y a une politique monétaire qui sera dictée, qui sera menée au niveau de la Banque centrale africaine. Deuxième solution, professeur. Maintenant, la deuxième solution, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ça. Et tant que cette solution n'est pas appliquée, malheureusement, l'Afrique va toujours traîner et va toujours être dans la pauvreté. Troisième solution. Et la troisième solution, même si ça fait peur à certains, c'est l'État fédéral africain. Et je vais plus loin pour dire, même si cela peut faire frémir, l'État fédéral africain peut se créer en moins de 2 mois. Pourquoi? Une fédération de 54 États. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est une décision politique. Il suffit de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Voilà l'État fédéral qui est né. Professeur. Et on va demander, on va affecter à l'État fédéral africain 5 compétences. Lesquelles? Première compétence, c'est cet État fédéral qui va battre la monnaie unique africaine. Deuxième compétence, parce que nous avons l'État fédéral, il est évident que, puisqu'on forme un même pays, la douane, on a la même douane. Troisième compétence. On vient de mettre en place la ZLECAf. Pardon? Oui. On vient de mettre en place. Troisième compétence,
puisque nous souffrons d'un même mal, Oui. aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quel pays africain, comme ça a été tout récemment le cas de la Côte d'Ivoire. Un petit pays comme la France peut venir frapper le chef d'État africain, etc. Et il n'y a rien. Nous disons, pour nous défendre, car c'est un problème d'existence. Un petit pays comme la France. Mais bien sûr, elle la n'est pas France aussi est petite un que ça, tout petit enfin. pays, on n'a pas Oui, pour rien. oui, Donc, c'est un ne point de nous vue distrayez pas. Absolument. Donc, troisième compétence, nous avons la même défense et sécurité. De telle sorte que quiconque touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Même si nous n'avons pas la bombe nucléaire. Mais au moins, puisque nous formons le même pays. C'est très beau ce que vous dites, professeur. Mais il faut avoir une vision. Absolument, Donc, absolument. Et donc, ça, c'est la troisième compétence. Oui. Quatrième compétence, les PTT. Quand vous écrivez aux États-Unis d'Amérique formés par 50 pays africains, vous prenez un seul timbre et puis vous écrivez aux États-Unis. Donc, l'État fédéral va avoir les PTT. Et c'est cinquième et dernière solution, et c'est la même politique diplomatique. On a un même ministère quand on fait des affaires étrangères. On dit, voilà, le ministère des États-Unis, d'Amérique, par exemple. Oui. Et le ministère des Affaires étrangères, vous allez... C'est là. Je ne vois pas où est le mal dans ça. Non, professeur. C'est une décision politique. Professeur. Parce que vous allez... Puis on est sur la solution, professeur est en train d'énumérer. C'est très important, professeur. Quand on vous écoute, oui, on a envie que ce que vous dites se réalise. Mais avec votre expérience, avec le regard que vous portez sur le fonctionnement des États africains, est-ce que vous pensez vraiment que les influences exogènes peuvent laisser se matérialiser ce rêve? Je réponds à la question. Les influences exogènes, oui, comme vous dites, les forces exogènes. Oui. En un mot, l'impérialisme, parce que c'est de ça il s'agit. Oui. Les colonisateurs, oui, qui n'ont pas rompu avec la colonisation, qui changent de méthode pour nous maintenir là où nous sommes. Oui. C'est à nous de prendre conscience que depuis 1885, oui, quand ils ont décidé d'émietter, de faire de l'Afrique une poussière d'État microscopique, incapable de se défendre individuellement, oui, c'est à nous de comprendre qu'il y a pour notre propre survie. Pour nous, il ne s'agit pas de dire, moi, en tant qu'Ivoirien, si j'aime le Burkinabé, ou bien j'aime... Nous sommes obligés de procéder comme ça. C'est la conditionnalité pour que nous puissions exister, pour notre propre survie. De notre propre survie. Nous n'avons pas compris ça. Il y a, à vous, nous serons dans la traîne. Absolument. Ce que dit le professeur est sans doute porté par les peuples dans leur ensemble de façon souveraine, sauf qu'on sait le creuset qu'il y a souvent entre les aspirations des masses, ouais, et leurs dirigeants qui sont généralement... Et c'est ça le vrai problème. Dans une interview donnée il n'y a pas très longtemps aux confrères de la presse écrite, Paul Kagame disait, le président rwandais, si je vous disais que les Africains sont les seuls responsables de leurs problèmes, je n'aurais raison qu'à moitié. Il faisait référence aux charognards extérieurs qui sont là, attirés. Comment on fait pour faire face à ça? Mais comment on fait? La solution est très simple. C'est le monde d'aujourd'hui, il est divisé en 3 pôles. L'Occident est toujours là, fait les mêmes choses. Tout le monde sait ce que c'est que l'Occident, les États-Unis, l'Europe, etc. C'est ça l'Occident. Nous, les Africains et les autres pays qui ne sont pas riches, nous avons les mêmes problèmes. On nous impose les mêmes choses. Mais nous sommes riches. Non, mais quand je veux dire qui ne sont pas développés, parce que la richesse, on l'a. Vous avez parfaitement raison. Nous avons les mêmes problèmes, les autres nous tapent dessus, font ce qu'ils veulent. Mais, depuis les années 2000, regardez ce qui se passe en Asie. La Chine s'est débrouillée entre 2000 et 2010 avec les problèmes de rareté du dollar qui ont existé dans la zone Asie-Pacifique. La Chine a trouvé une solution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on ne peut plus continuer à utiliser le dollar. Elle a dédollarisé la zone. Elle a créé son FMI, elle a créé sa Banque mondiale, elle a incité tous les pays autour à travailler avec elle, à sortir de la dépendance du dollar. Ouais. Elle avance, personne ne peut l'arrêter. La preuve, à ce sommet-là, la Chine a sa place. Il faut que l'Afrique crée, mais c'est dans la continuité de la réflexion du professeur, c'est ça, son propre FMI. Mais non, c'est-à-dire qu'on ne va pas en arriver là tout de suite. Mais l'idée existait. Non, on va y venir, mais ce n'est pas tout de suite. Mais les Chinois se sont dit,
qu'ils ne peuvent plus continuer à dépendre du FMI et de la Banque mondiale. Et ils s'en sont sortis. Mais à un moment donné, notre problème, c'est la dépendance à la France. Mais à la dépendance à la France... Non, des francophones. Francophones, voilà, les pays francophones surtout. On a des problèmes de dépendance à la France. À la dépendance à la France s'ajoute le fait que le FMI et la Banque mondiale viennent nous taper dessus. Mais c'est les mêmes qui sont là-bas. Ce sont toujours les mêmes décideurs là-bas. Les histoires de clubs de Paris. Très bien, on a bien compris. La question, elle est posée, le diagnostic est fait, les solutions sont là, on revient. Et professeur, très rapidement, malheureusement, nous sommes à la fin de notre... C'est-à-dire, vous me donnez d'aller plus rapidement. Je prendrai quelques minutes pour dire ce qu'il y a. Allez-y, mais vraiment... Non, mais faites-vous j'ai l'esprit synthétique. Permettez-moi, Togbé Richard, je ne déborde pas des minutes. Combien de minutes me m'accordez-vous? Une seule. Ah ben ça, c'est pas très sérieux. Ce que je voudrais dire... Excusez-moi. Ben oui, non, mais c'est pas très sérieux. Allez-y, professeur. Il y a un ouvrage que je recommande à tout chef d'État de lire. Il a écrit en 1960 « Les fondements économiques culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Cheikh Anta Diop. 1960. Tout y est. 1960. Tout y est. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Tout y est. Vous voyez là, on revient, on recommence la même chose. C'est pour recommencer la même chose. Alors que les solutions existent depuis... Depuis 1960, c'est écrit. J'avais à peine 9 ans. C'est écrit. Ce qu'il fallait faire en termes d'industrialisation, en termes d'énergie, il a recensé les différentes formes d'énergie. Monsieur Togbé Richard, oui, professeur. Ce qui manque à l'Afrique, c'est de la réflexion stratégique. Il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des solutions qui existent. Faisons une rétrospective historique, stratégique, pour se poser la question, où voudrait-on aller? Première question. Deuxième question, où peut-on songer aller? Troisième question, où peut-on aller? C'est-à-dire la lumière du potentiel réel que nous avons. Et avec quels moyens? Quatrième question, où va-t-on? Et cinquième question, où décide-t-on d'aller? C'est-à-dire la mise en œuvre de la stratégie qui aura été élaborée précédemment. Merci. Voilà. Professeur. L'Afrique souffre d'un déficit de réflexion stratégique. Elle a eu des gens qui les ont précédés, des têtes savantes qui ont réfléchi à cela. Absolument. Fondons-nous sur le travail qui nous a précédés. Merci. Comme les Européens arrivent toujours à se fonder sur ceux qui les ont précédés. Absolument. Le mot pour conclure. Oui. En mathématiques, je suis mathématicien d'abord de formation, lorsqu'un théorème a été énoncé, il est énoncé une fois pour toutes et on l'utilise. C'est ça. La carence de l'économie ou la carence des sciences sociales, c'est qu'on a tendance à recommencer, à réinventer la Merci. Merci. Merci, professeur. Merci à vous d'avoir participé à cette émission sur comment financer les économies africaines, la souveraineté. Le mot est essentiel, a été essentiel dans cette émission. Il faut reprendre sa souveraineté. Il faut penser par soi-même, trouver par soi-même, fixer ses propres objectifs, centrés sur ses propres intérêts. Parce que personne ne s'est développé avec l'aide au développement. C'est ce qu'on retiendra dans cette émission. Il faut créer, Aminata et Traoré l'a dit, il faut créer nos propres modèles de développement et éviter de suivre aveuglément les autres et sortir de ce mimétisme systémique. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. On reviendra effectivement sur le projet ECHO. On reviendra sur le projet ECHO. Absolument, absolument. Les problématiques sont complexes, elles sont effectivement intéressantes les unes, aussi intéressantes que les autres, mais on reviendra dans le cadre d'autres émissions sur ces différentes problématiques-là. Le chemin ne fait que commencer, on ne fait que tracer des sillons, mais évidemment suivre ceux que les anciens ont déjà tracés. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. Professeur, malheureusement, on a fini l'émission, mais comme dit, on reviendra sur ces problématiques-là, professeur. C'est la fin donc de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.